Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abayim, sur notre plateforme Yeshiva Zoom. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour le shiur du lundi soir, shiur de Halacha, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On est là, Be'ezrat Hashem, tous ensemble, pour découvrir des points de Halacha, pour se renforcer dans la Torah. Nous sommes dans les parashiotes de Kabbalat Torah au cœur. Nous nous trouvons dans Parashat Mishpatim au cœur du don de la Torah. C'est le moment où jamais encore plus de se renforcer dans la Torah. On se renforce dans la Torah par deux moyens. Le premier, c'est l'étude des livres de Moussar. Cette semaine, c'est la Iloula de Rabbi Israël Salanter, qui a inspiré le clan Israël par l'étude du Moussar, les livres essentiels, notamment le Mesilat Yesharim, le Ochot Tzadikim, Pirkei Avot Be'iyun et encore beaucoup d'autres livres qui nous initient à la Hirat Shamayim. La deuxième façon de se renforcer dans la Torah, de recevoir la Torah Matan Torah Amiti, c'est Ve'ele Amishpatim, voici les lois, voici les commandements, voici les mitzvot. La Torah n'a de sens, c'est écrit dans tous les Sfarim qui parlent d'une Torah authentique. La Torah n'a de sens seulement si elle est Ve'ele Amishpatim, c'est-à-dire si elle est mise en pratique par des lois, des commandements ordonnés par Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad. Par d'autres livres, puisque aujourd'hui c'était l'Aïloula de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui est élève de Parchisra, du Yehudi Akadosh, qui remonte jusqu'au Maguid de Mezrich et le Baal Shem Tov, donc toute la branche de la Chassidoute. Et donc, il ne manque pas d'ouvrages, de sujets pour apprendre la Torah et la Halacha. Bien évidemment, la base de tout, c'est la Torah écrite, le Chumash, avec ses commentaires comme Rashi, Ramban, Sforno, Even Ezra, Kli Yakar, Or HaChaim, et encore des centaines de commentateurs qui se sont penchés pour comprendre la Torah. Et bien évidemment, sans oublier la Torah orale, Torah Sheba Alpeh, la Mishnah, la Gemara, le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, en passant par les Midrashim, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Otsara Midrashim et encore des dizaines et des centaines de livres. Notre Torah est riche, notre Torah est un océan, notre Torah c'est l'aventure de la vie. Et encore une fois, nous sommes au cœur de Matan Torah, puisque le don de la Torah va de Parashat Yitro et s'étend tout au long de Parashat Mishpatim jusqu'à la fin de Parashat Mishpatim. C'est le moment de recevoir la Torah totalement et pleinement et de proclamer encore une fois avec toute sa vigueur cette phrase fantastique qu'ont prononcé les enfants d'Israël au don de la Torah lorsqu'ils ont dit Naaseh Venishma. Tellement fantastique cette phrase que la Gemara au traité Shabbat nous dit que même Akadosh Baruch Hu dit Migilam Raz Zelebanai, qui a dévoilé ce secret à mes enfants. Naaseh Venishma, c'est un secret. Et donc, Be'ezrat Hashem, tous ensemble, avec ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, avec ceux qui sont là pour étudier ensemble et ceux qui ne sont pas là, dommage pour ces livrets Torah importants, pour se renforcer dans la Torah. Moraïm et Rabotai, dans la paracha de Mishpatim, il y a tellement de mitzvot, il y a tellement de sujets, ça ne manque pas, tellement de halachot, tellement de dinim, et j'ai soulevé deux psukim, deux versets sur lesquels nous allons nous enrichir de la halacha à travers ces deux psukim. Au chapitre 22, Perek Chafbet, Pasuk Lamed, chapitre 22, verset 30, la Torah dit Ve'anshe kodesh tiyun li, vous serez pour moi des hommes de Kdusha, des hommes de sainteté. Il explique Rashi, on va d'abord lire le pasuk, Basar basade terefa lotochelu, et de la viande d'un animal qui est appelé trefa.
on dit aujourd'hui non kasher, c'est-à-dire une bête à laquelle on a fait la shrita, l'abattage rituel, et malgré l'abattage rituel, on s'est rendu compte que la bête a des imperfections, des problèmes de santé, tels que c'est longuement développé au traité Choulin et dans le Shulchan Aruch Yoredea, lo tochelu. L'abattage rituel, la shrita ne suffit pas, il faut vérifier 18 points de tréfout dans la bête. Aujourd'hui, essentiellement, déjà Rashi au traité Choulin nous dit qu'on vérifie les poumons de la bête pour voir s'ils sont sains, et à partir de quand on va dire que la bête est tréfa. En tout cas, la shrita ne suffit pas. Et la Torah dit cette bête, bien sûr on parle d'une bête cachère, c'est-à-dire d'un taureau, d'un mouton, d'une vache, etc. Les animaux qu'on a le droit de manger, s'ils sont déclarés tréfa par la halacha, alors l'otochelu, vous ne consommerez pas cette bête. La kelev tashlichu noto, cette viande vous la donnerez à manger au chien. Qu'est-ce qu'il vient faire ici le chien? Vous verrez, je vous laisse voir Rashi, c'est pas le sujet de ce soir. Il dit Rashi ve'anshe kodesh tiyudli, si vous êtes kedoshim ou prushim, si vous êtes kadosh. On dit tous les jours dans la tfila ata kadosh ve'shimcha kadosh, v'chol ve'akdoshim yalelu chasela, qui sont les kedoshim, le Yavetz dit c'est le clan Israël. On est le peuple de la sainteté, de la kedusha. Alors, il dit Rashi, la kedusha, elle passe par le retrait d'aliments non cachers, les nevelot ou trefot. La tréfa, comme nous avons dit, on regarde l'imperfection de la bête à plusieurs points. Il y a des tréfoutes qu'on voit de l'extérieur, il y a des tréfoutes qu'on ne voit que de l'intérieur. Il faut être spécialiste en la matière pour savoir déclarer une bête cachère ou non. Et la nevela, c'est la bête qui meurt naturellement, sans shrita. On n'a pas le droit de consommer ce genre de bête. Ça veut dire que si vous allez à Carrefour ou dans toute autre boucherie non cachère, et même si c'est du taureau, même si c'est du mouton, même si c'est de la vache, et même si c'est de qualité française, puisque c'est une bête qui n'a pas été abattue selon les règles de la halacha, la shrita, alors on n'a pas le droit de les manger. Lorsqu'on s'abstient de manger une viande pas cachère, il dit Rashi quelque chose d'incroyable, on est kodesh. La kedusha du klal Israël passe par l'alimentation, par les lois dites de la kashrut. Il continue Rashi, Areatem sheli. Dit le pasuk van shekodesh tihyud li, il dit à Kadosh Baruch Hu. Si vous êtes kedoshim dans l'alimentation, si vous respectez correctement et strictement les lois de la kashrut, à Kadosh Baruch Hu, il dit vous êtes à moi. Veimlav, et sinon, il dit à Kadosh Baruch Hu, si vous n'êtes pas des kedoshim, c'est-à-dire que si vous ne vous abstenez pas de consommer d'aliments non cachers, Edchem Sheli, vous n'êtes plus à moi. C'est incroyable ce qu'écrit ici Rashi. Ça veut dire que la kedusha de l'alimentation n'est pas une option, mais c'est, on dirait aujourd'hui, dans les mots d'aujourd'hui, c'est le pass d'entrée. On ne peut rentrer dans le clan Israël. On appartient à Akadosh Baruch Hu uniquement par la kedusha de l'alimentation. Un texte de Rashi extrêmement profond. Ça, c'est le premier pasouk. Le deuxième pasouk que je voudrais vous montrer, il se trouve au chapitre 23, Perek Rav Gimel, pasouk Yud Tet, que nous allons lire ensemble. La Torah dit « Lo tevashel gedi bachalev imo » l'interdiction de cuire de la viande de chevreau dans le lait de sa mère. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails du pasouk, c'est un shiur de halakha. La Torah nous interdit de cuisiner, c'est-à-dire de cuire de la viande et du lait. On ne peut pas prendre un rôti de bœuf ou de veau et le badigeonner de beurre ou de crème de lait, etc. pour les cuisiner ensemble. C'est une interdiction de la Torah de cuisiner du lait et de la viande. Alors l'interdiction de cuisiner des interdits ne concerne pas obligatoirement tout ce qui n'est pas cachère, mais le lait et la viande, ils ont une particularité parce que les deux séparément peuvent être cachères. Si j'ai une viande glatte cachère, Chalak Bet Yosef, et j'ai du lait chamour, du lait surveillé avec le meilleur hercher du monde, donc les deux séparément sont entièrement cachères, mais si on les cuit ensemble, c'est un interdit de la Torah. Et Rashi rapporte qu'il est dit, c'est écrit dans la Gemara,
Il dit Rashi dans 3 fois dans la Torah, Beshlosha Mekomot Nirtav Batorah. Il y a 3 endroits dans la Torah où il est écrit Lo tevashel gedi machalev imo. Tu ne cuiras pas la viande avec le lait. Pourquoi 3 fois? Il ramène Rashi l'enseignement des sages au traité Chulin Daf Kuf Yud Gimel Amud Bet et Chad Leisur Achila. Une fois, c'est pour interdire la consommation. On n'a pas le droit de consommer de la viande et du lait en même temps. C'est pour ça qu'il y a toutes les lois d'attendre 6 heures, etc. Ve'echad leisur anaa. Deuxième interdit de la Torah. On est dans la Torah, dans le Chumash. Après, il va y avoir les interdictions que rajoutent les Chachamim, les barrières, les définitions, la structure de la loi. Mais d'après la Torah, on n'a pas le droit de consommer, premier interdit, du lait et de la viande ensemble. On ne peut pas faire cuire un rôti dans un yaourt, etc. Deuxièmement, l'interdiction de tirer profit du lait et de la viande qui ont été cuisinés ensemble. C'est-à-dire que si par mégarde, vous avez cuit votre rôti d'agneau à 30 euros, et vous avez trompé, au lieu de mettre de la margarine, vous avez mis parvé, vous avez mis du lait, eh bien ce rôti, on n'a pas le droit de le vendre, de l'offrir à un non-juif par exemple, ou de nourrir son animal. Ça s'appelle Issur Ana. Troisième interdit, comme nous avons dit, Ve'echad le Issur Bishul, l'interdiction de cuisiner du lait et de la viande ensemble. Ce que je veux partager avec vous ce soir à travers ces 2 versets, c'est qu'au milieu de toutes ces mishpatim, de toutes ces lois, d'ailleurs c'est une question en soi, parce que la paracha ne parle pas du tout de kashrut, la paracha de kashrut c'est essentiellement parachat Shemini, une autre fois aussi dans le livre de Devarim, mais au milieu de toutes ces lois qui sont des lois sociales, vous allez voir les lois de prêter de l'argent, les lois du voleur, les lois de celui qui cause des dommages, etc. La Torah, il y a ici 2 mitzvot, de commandements de la Torah qui sont liés à la kashrut. Quel est le rapport entre les lois de la kashrut et les lois sociales? C'est une autre question, on n'en traitera pas également ce soir. En tout cas, la paracha de cette semaine nous met en garde encore une fois de faire attention aux lois de la kashrut, de ce qu'on appelle strictement kasher. Vous savez jusqu'où vont les lois de la kashrut? Il y a un pasouk dans le livre de Vaïkra, parachat Shemini, au chapitre 11, verset 41, qui est d'ailleurs la paracha qui nous parle, dans le livre de Vaïkra, qui nous parle des lois de la kashrut, les animaux qu'on peut manger, qui ont les sabots fendus et qui ruminent, les poissons qui ont des nageoires et des écailles, les oiseaux, etc. Il est dit dans la Torah, Vechol hashoretz ala haaretz sheketzu. Donc il y a les lois aussi des reptiles, on ne mange pas des cafards, des escargots, du serpent, etc. Tout ça c'est écrit dans la Torah. Mais là c'est écrit lo yeachel. Il ne sera pas fait manger. Vous comprenez la forme du verbe. C'est pas écrit lo yochal ou lo tochelu comme c'est écrit plusieurs fois dans la paracha de Shemini. Il n'est pas dit dans la Torah vous ne consommerez pas. Il est déjà dit par ailleurs vous ne consommerez pas les animaux interdits. Mais là, la Torah a changé de forme et elle dit lo yeachel. Il ne sera pas fait consommer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, il ramène l'enseignement du Torah de Kohanim, c'est comme ça que le Rambam écrit également dans la Halacha, lechayev ala ma'achil ke'ochel. Il y a quelque chose d'incroyable dans les lois de la kashrut. C'est aussi une question, c'est encore un autre sujet. Cette Halacha nous dit qu'il est premièrement interdit de consommer des aliments non kashers, mais il est également interdit de faire consommer les autres des aliments non kashers. Ça veut dire que si, chas vechalila, j'ai un cousin, un oncle, peu importe, quelqu'un de la famille qui fait pas la Torah et les mitzvot, malheureusement, il est non pratiquant de la Torah et des mitzvot. Je peux pas dire, je me suis trompé, j'ai acheté un paquet de biscuits pas kashers, je vais le donner à mon oncle, de toutes les façons, il mange du cochon. C'est l'interdiction. On n'a pas le droit de faire consommer à quiconque un aliment pas kosher. C'est-à-dire que même si moi je ne le consomme pas, je n'ai pas le droit de l'offrir à une autre personne. C'est un issour de la Torah. Alors après, il y a toute une question qui touche les enfants. Ce sont des grandes questions de halacha. Mais c'est pas sur ça que je veux me concentrer. Donc, synthétisons, dans Parashat Mishpatim,
au chapitre 22, verset 30 et chapitre 23, verset 19, dans notre paracha de cette semaine, nous avons deux commandements concernant les lois de la cacheroute. J'ai voyagé dans Parashat Shemini pour montrer, c'est écrit clairement dans le Passouk chapitre Yudalef verset Mem Aleph, lo yachel, c'est-à-dire l'interdiction de faire manger aux autres quelque chose qui est interdit. Moi, je fais attention à ce que je mange, mais je donne aux autres ce qui n'est pas cachère, c'est un lave de la Torah, en plus de l'interdiction de l'ifné hiver, de Messaïa, mais on ne va pas rentrer dans tout cela. Bon, Rabotai, je voudrais étudier avec vous une question de halakha qui est très fréquente, vous allez voir, qui est très fréquente. Certains se sont déjà fait leur cuisine, c'est le cas de le dire, mais nous allons voir que c'est extrêmement intéressant dans l'halakha. Jusqu'où va l'interdiction, va l'importance, l'akdoucha de notre assiette, de ce que nous consommons et nous mangeons beaucoup, le matin le petit déjeuner, l'après-midi le midi et l'après-midi le goûter, plus tout ce qu'on mange et le soir, plus tout ce qu'on mange dans la journée, on est le peuple d'Israël, on est des grands consommateurs de bonnes choses. Baruch Hashem, c'est la Torah qui nous en encourage. Cependant, dans cet encouragement, le Shabbat, les fêtes, dès qu'il y a une simcha, une bar mitzvah, une brit mila, et même en souvenir des défunts, un nazgir, une iloula, alors on fait des repas et des fêtes et on mange et on mange. La Torah nous dit attention à ce que vous mangez, voici les règles de la cacheroute. La cacheroute, ce n'est pas une invention rabbinique, ce n'est pas des sévérités rabbiniques, il y a dans les lois de la cacheroute, les chumrot, les interdits, comme patakoum, mishulakoum, chalavakoum, gvidatakoum. On va pas rentrer dans tout cela ce soir. Les lois de la cacheroute sont immenses. Ce ne sont pas que des sévérités. Ce n'est pas que, comme disent les gens aujourd'hui, ah, tout ça c'est de la religion. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire le mot religieux et religion. C'est de la Torah. Donc la Torah, nous, dans la paracha de cette semaine, par deux fois, elle nous rappelle les lois de la cacheroute, elle les inscrit dans le programme de la Kdusha et de l'appartenance à Kadosh Baruch Hu. Chas v'chalila, un juif qui mange pas kasher, il n'appartient pas à Kadosh Baruch Hu, se détache, se fait de cet homme. C'est incroyable ce que dit Rashi. Nous avons vu l'oyéachel, l'interdiction de manger, mais également l'interdiction de donner à manger à l'autre un aliment pas cachère. Tu as acheté un bonbon pas cachère, tu t'es trompé. Alors, ou tu vas le rendre au magasin, ou tu le jettes à la poubelle. Mais ne va pas le donner à un juif qui n'est pas pratiquant de la Torah. C'est en soi une interdiction. Jusqu'où va l'interdiction, le commandement, je dirais plutôt, de manger cachère? Rav Moshe Feinstein, c'est une sheila. J'ai trouvé de nombreux ouvrages de halakha, j'espère qu'on aura le temps de tout dire. On va essayer Be'ezrat Hashem en une quarantaine de minutes. Il y a en France, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, des gens qui travaillent dans des sociétés et ils ont souvent des réunions de travail avec des non-juifs. C'est normal, on travaille avec les gens de l'État. On est en France, on travaille avec les Français, alors on doit signer un contrat, quel qu'il soit, où on doit rencontrer des hommes d'affaires, et alors on se retrouve dans un restaurant non cachère. Alors bien évidemment, je suis pratiquant, je fais la Torah et les mitzvot, mais je vais manger dans ce restaurant parce que c'est là-bas où il y a une réunion de travail, une réunion professionnelle. Alors, bien évidemment, je vais prendre que des tomates, que des salades. Le poisson, même s'il a des écailles et des nageoires dans un restaurant non cachère, il reste pas cachère, bien évidemment, parce qu'il y a les problèmes de cuisson, les problèmes d'ustensiles, tout ça on connaît. La question, c'est que je vais dans un restaurant, je me rends en tant que juif pratiquant dans un restaurant non cachère pour manger dans une réunion de travail. La chose est-elle permise ou interdite? Alors, le débat commence par une tchouva qu'a écrit Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe, Orach Chaim, Chelek Bet, Siman Mem. Il dit Rav Moshe Feinstein, je vais lire quelques phrases. Le débat commence parce que Rav Moshe Feinstein, c'est un des grands décisionnaires des dernières décennies, un grand possèque de halakha, et on lui a soulevé cette question. D'ailleurs, c'était en 5719. Vous imaginez, on est en 5780, donc ça fait une soixantaine d'années. On a soulevé, à la suite de ce que va dire Rav Moshe Feinstein, nous verrons le débat des décisionnaires que j'ai découvert, que nous allons partager ensemble. Est-il permis de manger dans un restaurant dans lequel on prépare des aliments non cachers? Alors, la question, ce qui est intéressant,
elle va se situer à plusieurs niveaux. Nous essaierons de tous les dire Be'ezrat Hashem pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ici, la question, c'est que c'est un restaurant qui est tenu par un juif. On est en 5719, il y a un juif qui tient un restaurant dans lequel on prépare, c'est un restaurant lacté, donc il y a des pizzas, etc., tout ce qu'ils font à base de lait. Cependant, ce restaurant appartient à des juifs. Donner un aliment non kasher à un juif qui mange pas kasher, j'ai pas eu le temps, pardon, de lire toute la question, si vous voulez la renvoyer. Excusez-moi. Je vous laisse la renvoyer. Il faut que j'ai les yeux sur l'écran, sinon je vais baisser la tête, ça va revenir et repartir. Vous voulez renvoyer la question? Bon, je vous laisse réfléchir. Je n'ai eu le temps de lire que le début. Bon, je vous laisse revenir avec plaisir. Je vais essayer de garder les yeux sur l'écran et le livre. Alors, on va faire comme ça. Donc, encore une fois, c'est un restaurant lacté. Donner un aliment non kasher à un juif qui mange pas kasher, c'est comme si c'était nous qui mangeons kasher. Je sais pas, ça c'est déjà de la réflexion, il faut réfléchir. J'entends votre idée. Dans la Torah, c'est écrit loyach. Il y a un interdit de donner à manger pas kasher à un autre juif. Est-ce que ça veut dire que c'est comme si est-ce que ça veut dire que c'est comme si moi-même j'avais mangé pas kasher? C'est à réfléchir. Il faut voir aussi s'il y a des conséquences de halakha dans ce que vous proposez. Donc, pardon, je reviens à Rav Moshe Feinstein. Donc c'est un restaurant lacté, je l'ai déjà dit 18 fois, mais cependant ce restaurant appartient à des juifs qui sont Mechalel Shabbat, qui transgressent Shabbat. Alors, il dit d'abord dans ce restaurant, même s'ils ne produisent que des aliments, c'est pas Messaïda Avera, nous allons voir tout de suite, c'est pas Messaïa, mais il y a un autre problème. Messaïa, ça veut dire que je l'aide. Ici, je l'aide pas à faire sa Avera, il l'a fait sans moi. Donc, il dit Rav Moshe Feinstein, d'abord, même s'il y a du lait, bien sûr, il faut voir si le lait, il est chamour, il est surveillé, parce qu'un bon juif, il boit pas du lait n'importe où, il boit que du lait avec une ashgacha, avec un tampon, un label de cacheroute, et même si le fromage qu'il utiliserait, ce serait que des fromages kasher, là aussi, il faut que du fromage kasher, etc. Il dit, c'est probable aussi qu'il y a des aliments non kasher, c'est plus que probable, il peut y avoir des poissons non kasher. De même, les huiles ou toutes les graisses, les matières grasses qu'ils utilisent dans ce restaurant sont non kasher, alors que c'est des produits qui doivent être avec cacheroute. Il y a aussi des fromages pas kasher, il y a aussi d'autres problèmes de michoulakoum. Mais Kitsour, à partir du moment où on rentre dans un restaurant qui est tenu par un juif qui est Mechalel Shabbat, qui transgresse Shabbat, on a de fortes chances de rencontrer des produits qui sont pas kasher. Et Velachet, et c'est pour cela, il dit bien sûr, je ne parle pas d'une personne qui va manger pas kasher, c'est pas ça la question. La question, c'est que moi, je me rends là-bas pour consommer des aliments où il n'y a pas de problème de cacheroute. Par exemple, je vais demander une salade et je vais demander que ça soit pas compliqué, ça veut dire ni persil, ni laitue ou autre. Voilà, faites-moi une salade de tomates avec du maïs, etc. Alors, la chose est-elle permise? En simple, a-t-on le droit de manger un aliment kasher dans un restaurant non kasher tenu par des juifs qui sont Mechalel Shabbat? Rav Moshe Feinstein dit la chose suivante: Yesh le'esor mipne marita'il vechashad. Rav Moshe Feinstein dit que c'est interdit. Pourquoi? Deux raisons qui sont liées, mais on va le faire en deux temps. Premièrement, il y a Marit Haïd. Marit Haïd, ça veut dire que les gens, ils vont voir un religieux, un pratiquant, un juif, manger dans un restaurant non kasher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est qu'on a le droit de manger dans ce restaurant, ça veut dire qu'il est kasher. Je l'ai vu, le rabbin, il est rentré, il s'est assis, il a mangé. Lui, il sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Il n'a pas vu si c'est des lasagnes au fromage, si c'est une pizza. Lui, il t'a vu manger dans un restaurant pas kasher. Donc, les gens vont dire, si le rabbin, si le religieux, le froum, appelez-le comme vous voulez, si le pratiquant, il est rentré dans ce restaurant et il a mangé, donc c'est en soi une preuve que ce restaurant, il est kasher, et bien évidemment, ce qui est très grave. Deuxièmement, il y a du chashad. Chashad, ça veut dire on va le soupçonner. C'est-à-dire, soit je vais dire, si tu as mangé là-bas, c'est que le restaurant est kasher, on s'inscrit, Rav Moshe Feinstein ne le dit pas, mais en tout cas dans l'esprit de l'Oyachel, à cause de toi, il y a des gens qui vont manger pas kasher. Ou bien, ils vont te soupçonner à toi, ils vont dire, ah ben celui-là, il se prend pour un religieux, pour un pratiquant, mais on l'a vu manger pas kasher dans un restaurant. Donc la chose est interdite. À la base, Rav Moshe Feinstein interdit de manger, de consommer un aliment
cachère, de commander un aliment cachère dans un restaurant pas cachère à cause de Maritaïn et du Chachad, à cause de l'opinion, comment les gens ils vont te voir et qu'est-ce qu'ils vont déduire de ce que tu fais. Cependant, il dit Imuraev beyoter, shemitztaer tuva. Si maintenant on se retrouve dans un endroit, ven shamakom acher leechol, c'est-à-dire que des fois on est en voyage et la personne se sent mal. Et ça fait plusieurs heures qu'elle roule en voiture ou qu'elle voyage et elle n'a rien à manger. Alors, il dit là, il a le droit de rentrer là-bas, bien sûr de consommer seulement des aliments, pourquoi de se préoccuper de l'opinion fausse. Je reviens tout de suite à votre question. Il y a, bien évidemment, donc si quelqu'un est souffrant ou très faible et il a besoin de manger, alors il aura le droit de se rendre dans ce restaurant pour, bien évidemment, consommer uniquement des choses permises. Comment on va régler le problème de l'opinion et de comment les gens nous regardent? Il dit d'abord, il faut qu'il soit discret. Il va au fond du restaurant où il commande et il sort vite. Et seulement à la condition qu'il est dans un endroit où il n'y a personne qui le connaît. Parce que s'il y a des gens qui le connaissent, alors il devra leur dire si je mange là, c'est parce que je me sens mal. Il doit avertir, il doit, comment on va dire, oui, il doit avertir les gens. Attention, si tu me vois manger ici, d'abord regarde qu'est-ce que je mange. Maintenant, est-ce qu'on est toujours à l'abri du regard des autres? Ça, c'est une grande question. En tout cas, Moshe Feinstein dit de manière générale, Belo mitztaer, s'il n'est pas souffrant, il veut juste aller manger, voilà, une salade dans un restaurant niçois, eh bien, El Nikales les Shamklal, la chose est strictement interdite. Alors, vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on doit se soucier et pourquoi doit-on se soucier du regard des autres? Nous allons y revenir tout de suite dans un développement très intéressant. Ici, j'ai un chiour très intéressant d'un Rav que je vais partager avec vous. Mais d'abord, il y a le Talmud, la halacha, nous demande de faire attention comment on est vu. On va voir qu'il y a plusieurs niveaux dans la halacha, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs état d'esprit, mais d'abord, c'est comment l'autre, il va déduire de mon comportement. On a vu aujourd'hui au Kollel avec les Avrechim, dans ma Sechet, Baba Batra, Daf Kouf Lamed Aleph, qu'est-ce qu'on peut déduire lorsqu'on voit même un Rav? Vous voyez un Rav qui fait quelque chose, alors, puisque le Rav il a fait, moi aussi je peux le faire. Il y a toute une étude dans le Talmud. On vit dans le regard des autres. On ne peut pas que ça soit nos épouses, nos conjoints, que ça soit nos enfants, que ça soit nos amis. Si je vous vois rentrer dans un endroit, eh ben je vais dire c'est permis. Ou je vais dire vous faites pas bien la Torah, et c'est grave, parce qu'on n'a pas le droit. D'abord, ça peut avoir des conséquences pour marier les enfants, pour trouver du travail, pour monter au Sefer Torah, pour être témoin d'un mariage, etc. Pourquoi ce n'est pas considéré comme un jugement non favorable? Très très bonne question. Nous allons revenir également sur ce que vous avez dit, mais il faut savoir que la notion de juger l'autre favorablement, je dirais même de façon méritoire, on avait fait un chiour sur cela dans les Kav Zechut, ça c'est lorsqu'on a des gens qui sont bien intentionnés, des gens qui ont du moussard, comme j'ai dit au début du chiour, des gens qui ont une conscience de ne pas porter des jugements hâtifs. Voilà, je ne vais pas donner des exemples dans d'autres domaines, dans la vie, dans le quotidien, mais un juif, il doit faire attention au regard de l'autre, soit parce que l'autre, il va déduire de moi un comportement. La Torah, certes, elle nous demande de travailler nos midotes, mais il faut les travailler. La Torah nous demande de ne pas juger l'un d'une façon ou d'une autre. D'abord, ça dépend qui, c'est pas comme ça pour tout le monde. Bon, tout ça, ce sont d'énormes sujets. Pardon. Et il y a, donc d'abord, quelle étiquette tu vas me donner? Je fais pas la Torah pour que tu m'émettes une étiquette, mais de facto, eh bien, on voit quelqu'un qui se comporte d'une telle manière, eh ben on va lui mettre une étiquette. C'est comme ça, quand vous rentrez dans un hôpital et vous voyez des gens en blouse blanche, eh ben vous dites c'est un médecin ou un infirmier. Vous rentrez dans un tribunal ou dans un commissariat, vous savez qui est la police, parce qu'il a le képi, il a le revolver, il a tout ce qu'il a. Eh ben un juif, on doit voir sur lui qui pratique la Torah et les mitzvot. Que ça soit pour le regard qu'on ait vis-à-vis de lui, ou que ça soit de l'enseignement qu'on va tirer de lui. Si le rabbin, comme on dit aujourd'hui, le pratiquant, le juif qui fait Torah mitzvot, je pense que le regard de l'autre nous permet de réfléchir sur soi-même, mais parce que vous réfléchissez, et c'est bien, mais le monde ne réfléchit pas. Ne me chauffez pas, parce que sinon je vais donner des exemples, et je ne veux pas. On est dans un monde, et ça a toujours été comme ça, depuis Adam Arishon, et ce sera toujours comme ça, on est dans un monde qui juge l'autre en permanence.
c'est bien, c'est pas bien, c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qu'il faut pas faire, c'est une autre étude. On parle d'une réalité qui souvent est malheureuse. Il y a des gens qui meurent de ça à cause de cela tous les jours. Il y a des gens à qui on met des étiquettes, il y a des gens à qui on voit d'une certaine façon, mais c'est d'abord, il faut savoir que dans tout cela, il y a quelque chose de protecteur. Parce que à partir du moment où on sait qu'on est regardé, alors on fait attention à certains comportements, voire avératique de Avera. On dit, je ne veux pas que l'autre y pense de moi du mal. Alors vous dites, ben l'autre c'est un tordu. Mais comme il dit Rabbeinu Yona, si je me trompe pas dans Sharet Tshuva ou dans Pirkei Avot, j'ai oublié, il dit Rabbeinu Yona, on n'a pas le droit de se mettre dans un état où l'autre, il va me donner une étiquette négative. Ça peut être lié au Chilul Hashem, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est ça les religieux, on va dire c'est ça les gens qui font la Torah et les mitzvot. Voilà. Maintenant, et deuxièmement, ce qui est très important aussi, c'est que des fois, c'est tout simplement, c'est naïf. Il y a des gens qui sont naïfs, il y a des gens qui sont ignorants, il y a des gens qui connaissent rien à la Torah, même si certains pensent qu'ils la connaissent, mais à partir du moment où moi, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, je suis ignorant. Voilà. Je sais pas. Alors, bien sûr, je vais demander à un rave, si j'en ai un, si j'ai compris l'importance d'aller demander la halakha, d'aller demander conseil à un rave. Il y a des gens qui savent pas tout ça. C'est malheureux, c'est dramatique, c'est une réalité. On parle d'une réalité. Dans la halakha, on s'adapte à la réalité. La réalité, c'est que moi, je fais la Torah et les mitzvot. J'espère en tout cas. Maintenant, comment l'autre, il va me regarder? C'est une première souya. Deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'il va tirer qu'est-ce qu'il va déduire? Qu'est-ce qu'il va tirer comme enseignement de ma vie? Il va dire, ah ben, puisque le rabbin il va là-bas, moi aussi je peux y aller. Puisque le rabbin il fait ça, moi aussi je peux le faire. Si le juif pratiquant il fait ci ou ça, eh ben moi aussi je vais le faire, je vois pas la différence. Vous savez, un jour, on m'a dit, ta belle-mère, en parlant de ma belle-mère, la mère de mon épouse, que je vous donnerai foi chez les mains et une longue vie, ainsi qu'à tout le clan d'Israël, un jour on m'a dit, ta belle-mère, elle transgresse Shabbat. Elle transgresse Shabbat. J'ai ma belle-mère, elle transgresse Shabbat. Tu as dû te tromper, c'est pas ma belle-mère, je la connais depuis que je suis né, ma belle-mère elle transgresse pas Shabbat. Il m'a dit, je t'assure, j'ai vu vendredi soir, j'ai vu ta belle-mère, il était 21h30 à peu près, elle était en voiture Shabbat. Je dis, ma belle-mère elle prend pas la voiture Shabbat, Chazve Khalila, c'est assourd de parler comme ça, c'est Motsi Shemra. Il m'a dit, je t'assure, je te jure, blablabla. Je dis, ah oui, je me rappelle, un vendredi soir, notre deuxième enfant, il est né vendredi soir, juste après Adlakat Nerot, eh bien, ma femme a eu des contractions, et bien moi dans le temps j'avais pas encore le permis, et ben c'est ma belle-mère, on était à Nice, c'est ma belle-mère qui a amené mon épouse à la clinique. Je fais donc, tu as vu ma belle-mère en voiture, et ben c'était pour une bonne cause, c'est vrai, c'était vendredi soir, mais Baruch Hashem, elle avait le droit de prendre la voiture pour amener sa fille qui est mon épouse à la clinique. Alors certes, il y a des situations, on va pas dire puisque les gens ils me regardent, je prends pas la voiture, je vais aller à pied à la clinique, c'est bien évidemment quand il y a une question de santé importante, on prend la voiture Shabbat. Donc, il y a naïvement ce regard et cette déduction faite lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans la Torah, qui se comporte d'une telle façon, les gens apprennent de nous. On est dans le collimateur, on est dans le zoom, le monde entier est fait de paparazzi, et encore une fois, par extension, je ne l'ai pas mentionné. Pourquoi vous dites, c'est pas obligatoirement du Lachon Hara, il va pas le raconter à toute la ville. Si en plus de ça il raconte à toute la ville, alors c'est à moi. Il faut se protéger du Lachon Hara. Il ne suffit pas de dire, vous savez, on est dans un monde, je fais une toute petite parenthèse, on va continuer les sougiotes de Halakha, vous savez, on est dans un monde qui est pas facile. L'homme, l'être humain, et plus il est moderne et moins il est facile, on est dans un monde, j'ai pas envie de dire dangereux, mais qui est entouré de gens qui nous attendent pas. Avant, on nous attendait au coin de la rue. Là, on nous attend à la porte de notre maison. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont naïfs et il y a des gens qui sont vicieux. Entre l'un et l'autre, tout ce que vous faites, vous êtes regardé, épié, comment on va dire, jugé. Voilà. Il y a des gens qui meurent de ça tous les jours, qui meurent socialement, qui meurent professionnellement, qui meurent dans la communauté ou qui meurent tout simplement, il meurt, plop, il est mort. Voilà. Alors, Lachon Hara, pas Lachon Hara, encore une fois, on parle d'une réalité. Cette réalité nous dit, il y a un regard, c'est une réalité. On peut pas crâner, de dire, moi, je m'en fous de ce que les autres, ils pensent de moi. C'est pas vrai. Demain, tu veux marier tes enfants, dire, non, mais celle-là, on l'a vu, elle mange dans n'importe quel restaurant, ou celui-là, il fait n'importe quoi, il va à la plage, ou celui-là, faut faire ça a des conséquences pour soi-même et pour les autres également. C'est une réalité. Bien sûr, vous parlez d'une cité merveilleuse, vous parlez d'une cité où personne ne dit de Lachon Hara, où personne ne parle sur personne, personne ne juge personne, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il était quand même
donc je dois agir en me préoccupant du regard négatif de l'autre. Tout à fait. Je dirais, on doit même se préoccuper du regard positif, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'autre, de l'autre côté, à l'autre extrême, alors faire semblant qu'on est un sadique, et là tu vas dire, ah ouais, t'as vu, c'est un sadique et tout, alors qu'en vérité on est un pourri. Ça, c'est la paracha de la semaine prochaine, paracha Teruma, qui nous parle du Aaron, de l'arche sainte qui était en or, dehors et dedans. Il faut pas frimer, il faut pas faire semblant qu'on est un sadique alors qu'on est pourri dedans, mais il faut pas montrer aux autres qu'on est pourri si dedans on est un sadique. Toho Kebaro, un Ben Torah, il doit être en harmonie entre son intériorité et son extériorité. Moral et Rabotai. Donc d'après Rav Moshe Feinstein, c'est assourd d'aller manger, quand bien même un aliment cachère, dans un restaurant qui n'est pas cachère. N'oublions pas encore une fois que dans toute cette souillée, il y a aussi une notion de l'chilul Hashem. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Les gens disent, mais t'as vu, j'ai vu le religieux, le rabbin, le pratiquant, le bachour yeshiva, le kollelman, il a fait ça, tu te rends compte? Voilà, ils se font passer pour je ne sais quoi. D'abord, on se fait passer pour rien du tout. Les gens pensent, et c'est peut-être très bien qu'on est des tzadikim, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'on est tzadik, mais à une certaine mesure. Après, malheureusement, il y a eu, et bien évidemment sans citer de nom, il y a eu des grandes catastrophes, il y a des gens qui ont fait des choses qui sont extrêmement graves, et ils se sont cachés derrière le manteau de la Torah. Donc il faut faire très attention pour soi, pour les autres, pour notre entourage, il faut montrer un bon exemple. Donc pour Rav Moshe Feinstein, il est interdit d'aller manger un aliment kasher dans un restaurant non kasher. Le Gaon, Rav Asher Weiss Shalita, dans ses responsables Shoot Milchat Asher, nous sommes donc dans le Chelek Aleph Siman Samer Zaïd. Je ne peux pas faire toute la démonstration où une partie est d'accord avec Rav Moshe Feinstein, une partie n'est pas d'accord avec Rav Moshe Feinstein. C'est assez technique, il faut voir bien toutes les sougiotes. Mais il conclut et il dit la chose suivante. Alors Rav Asher Weiss, un grand possèque, un grand décisionnaire contemporain, il vient à Yerushalayim Irakodesh, il dit la chose suivante. Après tout son développement qui est très intéressant, on verra quelques exemples de halakha encore. Il dit, lui il distingue entre deux types de restaurants. Ça c'est intéressant et c'est important. Il y a des restaurants où, parce qu'en vérité, lui la question, je vais vous lire la question comment elle lui a été demandée. Il dit la chose suivante. Il dit, il y a des restaurants qui se trouvent à l'intérieur des sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux, il y a un building, il y a plein de bureaux, et dans un des étages de ce building, là il parle de la question qui lui a été soumise, c'est quelqu'un de l'Afrique du Sud, donc là-bas il y a des grands buildings, ou en Amérique, ou à Paris, ou à Nice, peu importe, vous travaillez dans un milieu où il y a des bureaux, où il y a des médecins, où il y a des avocats, et puis il y a un restaurant de service qui est parfois même tenu par la société. Et dans ce restaurant, donc il y a un restaurant pas cachère, la question c'est est-ce que les employés qui travaillent dans différentes sociétés, dans différents étages de ces différents buildings, ils veulent savoir s'ils ont le droit de manger. Ce sont des gens pratiquants qui font scrupule à la halakha, ils veulent savoir s'ils ont le droit de rentrer dans ces restaurants pour prendre des fruits, une salade de fruits, ou des légumes, ou une boisson quelconque, bien évidemment en consommant uniquement des produits kashers strictement. Ça, c'est la question. Alors au début, il ramène Rav Moshe Feinstein, il a tout un pile-poule avec Rav Moshe Feinstein, mais il conclut. Alors il dit donc il y a deux types de restaurants. Un restaurant de loisirs, ça veut dire tous les restaurants de la ville, c'est des restaurants de loisirs. Alors il dit ça, on se pose pas la question, c'est sûr... qu'il faut éviter. Mais des restaurants qui sont à l'intérieur d'une société où on sait très bien, tout le monde sait que les employés des différentes sociétés qui se trouvent dans ce building, ils vont manger là-bas. Donc il dit à partir de cela, il est permis, c'est-à-dire s'il a la possibilité de manger dans son bureau ou s'il y a une autre pièce, c'est sûr que c'est mieux. Mais des fois c'est pas possible, il n'y a pas. Tous les bureaux, toutes les pièces, toutes les salles sont occupées. Tu veux manger, ben tu vas à la cantine municipale, tu vas à la cantine de la société. Alors il dit ça, pourquoi les gens ils vont me soupçonner? Il n'y a aucune raison de soupçonner. Tu vois un juif pratiquant avec sa kippa qui mange dans cette cantine de la société, il dit c'est sûr que c'est moutard. On va pas me dire que je mange pas cachère. Tu sais très bien que je suis pratiquant, donc tu sais très bien que je fais attention. Alors c'est intéressant parce on sait aussi que dans ces cantines collectives, on va dire comme ça, ou même dans ces restaurants des différentes sociétés, on n'est pas là pour du loisir, on est là pour du travail. Tu sais très bien que les réunions, elles se font
autour d'un poisson, autour d'une... Alors moi, je prends pas de poisson, je vais manger que des fruits. Il n'y a pas de raison que tu me soupçonnes parce que tu connais le contexte. Ça, c'est très intéressant. Mais bien évidemment, il conclut que de manger dans un restaurant, ce que j'appelle restaurant de loisirs, restaurant de quartier, etc., ça, c'est sûr qu'il faut s'éloigner. Il y a un soupçon de marital. Il ne faut pas se mettre dans une situation délicate, encore une fois, au niveau du regard. Et donc, c'est complètement permis. Mais si, ça veut dire un restaurant de loisirs, c'est interdit, il faudra éviter. Mais un restaurant de travail, qui est encore une fois dans un contexte de professionnel, ça, il n'y a aucune raison d'interdire. Alors j'ai ici un chiour d'un rave très intéressant qui vit aussi à Yerushalayim. Il a un grand kollel. J'ai oublié le nom de son kollel, ça doit être écrit quelque part sur le chiour. En tout cas, il s'agit ici d'une grande shéla de Rav Eliaou Barbot. Le Rav Eliaou Barbot, il pose également la question des employés qui mangent dans les restaurants de la société. La chose est-elle permise ou interdite? Alors Rav Barbot, il va ramener également Rav Moshe Feinstein et il va citer également Rav Asher Weiss dans sa tchouva, mais je voudrais vous lire quelques lignes. Tout d'abord, Baritaïd. Alors, Baritaïd, c'est littéralement la vision de l'œil, c'est-à-dire comment les gens vont me voir. Alors sur ça, il écrit. Comme nous avons dit, dans Baritaïd, il y a 3 niveaux. Premièrement, pour pas qu'on me soupçonne de faire une avéra. Deuxièmement, pour pas que les gens se trompent et déduisent de mon comportement une permission. Troisièmement, vous verrez dans Bamidbar plus longuement, dans Bamidbar chapitre 32 verset 22, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Vitem Nekim Yashem Israël, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Je vous invite à aller regarder ce passage, vous allez voir que c'est passionnant. Alors, premièrement, il développe l'idée suivante, c'est une idée qui est soutenue par de nombreux poskim, notamment le Chotecha Lamedeni et beaucoup de poskim qui soulèvent. La notion c'est comme ça. Il dit Baritaïn, c'est lorsque tu fais une action. Et par exemple, tu vas manger un aliment, ou tu as un comportement, c'est-à-dire tu es au cœur de l'action. Maintenant, cette action, elle risque d'être mal interprétée, pour X raisons. Alors ça, c'est interdit. Mais il dit de rentrer dans un restaurant. On est dans ce qu'on appelle la achana. C'est-à-dire, je n'ai pas encore commencé l'action. Je suis rentré dans un restaurant. Peut-être que c'est pour acheter un Coca-Cola. Peut-être que c'est pour m'asseoir 5 minutes parce que je suis fatigué, j'ai marché 3 heures. Peut-être que c'est pour aller aux toilettes. Souvent, les gens ils demandent s'ils peuvent aller aux toilettes. Alors, il dit là, je suis que dans la achana. Je suis que dans la démarche de l'action. Je n'ai pas encore commencé l'action. Si je suis assis et attablé, alors là, oui, les gens ils vont me soupçonner. Mais si je suis rentré dans le restaurant, tant que je n'ai rien fait, il n'y a pas c'est-à-dire on est une étape avant le Issour. Et en vérité, ce qui est intéressant, c'est qu'il va ramener le Rav Eliaou Barbot, il va ramener donc le Rav Chotecha Lamedeni, il va citer également au nom de Rabbi Yaakov Kaminetsky, et il ramène également Rav Asher Weiss qui dit c'est complètement moutard. Attention, le chiour n'est pas terminé. Alors, d'abord, il faut savoir que le concept de Baritaïn, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de faire quelque chose qui va susciter le regard d'autrui et avoir des conséquences négatives. L'Agmara, le Talmud, nous parle longuement de cela. Cependant, par exemple, l'Agmara dit au traité Shabbat qu'une personne qui a une maison, une villa, on est Hanouka, donc la menorah de Hanouka, il faut l'allumer à la porte. Mais imaginons que cette personne, elle a 2 portes. Une porte au nord et une porte au sud. La Gemara dit, il devra allumer 2 Hanouka. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui passe au nord, s'il ne voit pas la Hanoukia, parce que moi je l'ai allumé au sud, il va dire, tiens vu, il n'a pas allumé pour Hanouka. Et si j'allume au nord et j'allume pas au sud, celui qui passe par le sud, il va dire, tiens vu, il n'a pas allumé la menorah. Alors les Chachamim, ils ont dit, lui, il doit allumer 2 menorahs. C'est un des exemples, ou encore un autre exemple, c'est écrit dans Ilchot Shabbat. Si on a un linge mouillé, par exemple, il a plu, il pleut, voilà, vous êtes pris des cordes, maintenant vous êtes tout mouillé. Et puis hop, le soleil il ressort. Alors, je n'ai pas le droit d'étendre mes vêtements sur les cordes à linge. Parce que celui qui me regarde, il va dire, tiens vu, il étend son linge Shabbat. Mais j'étends pas mon linge. Enfin, oui, je l'étends. Mais et alors, si j'étends, il a plu, j'ai maintenant ma chemise, mon pantalon, ma jupe, ma robe qui sont tout mouillés, je vais les étendre pour les faire sécher. Oui, mais lui dit, si tu étends, c'est que tu as fait tourner la machine. Et ça peut aller très loin. Alors les Chachamim, ils ont dit,
on n'a pas le droit d'étendre du linge mouillé à un endroit où c'est habituellement étendu. Potentiellement, toute personne peut avoir un regard jugeant sur tout ce qu'on fait. Exactement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les différentes idées que nous avons avancées tout à l'heure. Donc, le Rav Choter Halamedeni et le Rav Yaakov Kaminetsky, ils disent qu'on a le droit de fixer un rendez-vous. Bien sûr, d'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Même ces rabbinim qui permettent, nous allons voir par la suite, même ces rabbinim qui permettent de fixer un rendez-vous professionnel dans un restaurant non cachère ou dans une cantine non cachère, donc à la différence de Rav Moshe Feinstein qui est interdit, et il n'est pas le seul, nous allons voir par la suite, il faut savoir, moi j'ai des amis qui m'ont raconté que quand ils ont des réunions professionnelles, ils amènent les goïms dans des restaurants cachères. C'est-à-dire que lorsque le non-juif, il te dit bon, viens, on va autour d'une bouteille de vin, c'est assourd, on va pas du vin avec un non-juif, on va dire autour d'une assiette, autour d'un vin, tiens, je veux te payer un restaurant, eh bien, tu as le droit, c'est pas interdit de lui dire, non mais tu sais, moi je mange cachère, plutôt que tu m'invites dans ta restaurant à huîtres, ou dans ton restaurant, je sais pas quoi, eh bien, je t'invite moi dans un restaurant cachère. J'ai des amis qui le font et qui me disent que les goïms, ils sont impressionnés de la cuisine cachère, il faut tenter. Sinon tu dis, ah non, moi je suis habitué à manger dans ce restaurant, ok, alors ces rabbinim diront c'est moutard. C'est pas c'est permis, attention, je suis pas en train de dire qu'on a le droit de manger des aliments cachers dans un restaurant pas cachère. Je dis bien dans un contexte professionnel, dans lequel cas on ne peut pas faire autrement. Si c'est pas un contexte professionnel, ou bien si c'est un contexte professionnel, le regard des autres est d'abord vis-à-vis de la Torah, exactement comme vous avez développé. Donc si c'est un contexte professionnel, c'est permis, si tant est qu'on ne peut pas faire autrement. Si c'est pas un contexte professionnel, tous les poskim vont interdire. Mais là, il va nous dire le Rav Orbot quelque chose d'intéressant. Il y a restaurant et restaurant, c'est-à-dire, vous allez dans un restaurant classique, ordinaire. Alors là, on va se poser la question, ok, tu vas pas manger des pâtes au bœuf, tu vas pas manger ci ou ça, mais tu vas manger ton plat cachère. Mais pourquoi tu vas te mettre dans une situation à risque? N'y va pas. Maintenant, si c'est un contexte professionnel et que tu peux pas faire autrement, ok, la chose sera permise. Mais, nous dit le Rav Warbout, en plus de ça, il y a des endroits qui ne sont pas des restaurants. Ce sont des endroits, je ne sais pas comment on appelle exactement, j'ai pas trouvé de mot exact, mais ce sont des endroits où on peut prendre un café, ce sont des endroits où on peut prendre une boisson fraîche, ce sont des endroits où on peut manger une glace, si bien évidemment elle est cachère, on peut prendre un thé, boire un verre d'eau. On sait que ce restaurant, ou cet établissement, on va dire comme ça de manière plus générale, il est multi-fonction. Tu veux manger, tu manges, tu veux boire un café, un Coca-Cola, alors ça on le sait. Donc si je vois quelqu'un qui rentre dans cet établissement, qui n'est pas c'est pas écrit en gros restaurant à huîtres ou restaurant, je sais pas moi que j'avais les huîtres ce soir, ou à homard ou je sais pas quoi, ou au chazir au porc. Alors c'est pas un restaurant, c'est un établissement qui sert à manger ou à boire. Ça, on le voit par exemple, en tout cas sur la Côte d'Azur, il y a plein de restaurants qui ont des terrasses extérieures, et on s'assoit dehors pour boire un café ou une boisson fraîche. Ils disent ça, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Alors, la notion de Maritaïn dans la Gemara, c'est la Shita du Pri Hadash, c'est la Shita également du Gilion Maharsha, de Rabbi Yitzhak Tayeb, du Troumat Hadeshen, du Mordechai, du Shutresed le Avram Teomim, également du Ben Ishraï. Tous ces décisionnaires nous disent que lorsque les sages dans le Talmud, ils ont interdit certains comportements à cause du regard extérieur, ils ont fait une liste. Mais alors, tout ce qui n'est pas dans cette liste, quand bien même tu aurais une bonne raison d'interdire. Je vais vous donner un exemple. Il dit, le Pri Hadash, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de pratique. Bon, il va donner des exemples. Il dit, bon, mais Kitsour, on peut pas tout interdire. Ça veut dire, Maritaïn, à un moment donné, il faut lui donner un cadre, une structure. C'est extrêmement compliqué à définir. En tout cas, le Pri Hadash, il sort avec cette chita, avec cette opinion, que l'interdit de Maritaïn ne concerne que ce que les sages ont dit dans le Talmud, ou éventuellement les Rishonim ont développé. Mais ce qui sort du contexte talmudique, eh bien, il n'y a pas de problème de Maritaïn. Ça, c'est la chita du Pri Hadash. Le deuxième point très important qui développe, on le voit beaucoup dans Rav Ovadia Yosef Alav Shalom notamment, il dit comme ça. Je cherche des exemples, j'ai tout souligné mais je ne peux pas tout dire. Ah, par exemple, c'est écrit dans la Mishnah, vous savez, il y a un interdit de
coudre ou de tisser du lin et de la laine ensemble. C'est ce qu'on appelle sha'atnez. Lorsque vous achetez un vêtement de laine, il faut faire attention qu'il ne soit pas constitué également de lin, semer ou pishtim. Maintenant, la Mishnah nous dit, au traité Nida, qu'on n'a pas le droit de coudre un vêtement de laine avec du fil de soie. Parce que la soie ressemble au lin, et donc, voilà Mishido Meon les Pishtan, et puisque la soie ressemble au lin, alors on ne peut pas coudre un vêtement de laine avec du fil de soie. Ça, c'est une Mishnah clairement qui s'appelle Maritaïn. Cependant, il dit le Rosh Rabbeinu Asher, dans Masechet Nida Perektet Siman Zaïd, et c'est ramené dans le Rama, dans Yoredé à Siman Resh Tzadikret Seif Bet, ils disent quelque chose d'incroyable. Ils disent si la chose est répandue, c'est-à-dire aujourd'hui la soie, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Avant, c'était compliqué d'avoir de la soie, c'était très cher. Aujourd'hui, une cravate en soie, ça vaut 1 euro. Alors, c'est peut-être pas de la soie de première qualité et des meilleurs tisserands et couturiers du monde entier. Peu importe. Aujourd'hui, la soie est répandue. Il nous dit le Roche, à partir du moment où la soie est répandue, il n'y a plus l'interdit de Maritaïn. Parce que si je te vois avec une cravate et du fil, je vais me poser la question, est-ce que c'est du lin ou est-ce que c'est de la soie? Et à partir du moment où je sais que le permis est grandement répandu, il n'y a plus de problème de Maritaïn. De même, Rav Ovadia Yosef, dans Shuti Chavedat, Chelek Gimel, Siman Noutet, et dans Yami Omer, Chelek Vav, Yoredea, Siman Ret, il dit, vous savez, c'est écrit dans la Gemara, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, également dans la Halacha, que lorsqu'on mange de la viande, on n'a pas le droit de consommer du lait d'amande. Le lait d'amande, c'est pas du lait, c'est une appellation qui s'appelle du lait. Mais le lait d'amande n'a rien à voir avec du lait animal, bien évidemment. Alors, ils font de l'orgeat ou toutes sortes de boissons à base d'amande. Et donc, moi, je vois un bonhomme qui mange un steak et à côté, il a un verre et un liquide blanc. Liquide blanc, ça renvoie tout de suite à quoi? Au lait, vous avez trouvé. Donc les sages, et c'est comme ça dans la halakha, on n'a pas le droit de consommer de la viande avec du lait d'amande. C'est assourd, c'est complètement... Alors aujourd'hui, c'est du lait végétal, c'est du lait synthétique, c'est tout sauf du lait animal. Alors Rav Ovadia Yosef nous dit, et il ramène également au nom du Yagel Yaakov Goutlib, qu'on a le droit de manger de la viande avec du lait, de le cuisiner, de le consommer ensemble avec du lait végétal. Il n'y a plus de problème de maritaïn, il n'y a plus de problème de qu'est-ce que les gens ils vont dire, parce que ce lait, il est tellement répandu qu'il n'y a plus le problème du regard. De même, ça il le ramène pas, mais Rav Ovadia Yosef, il écrit à la Shalom, il écrit, vous savez que depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'au 10 Av, on ne mange pas de viande. Ça fait partie de la Gzera post-destruction du Beth Amikdash. On ne mange pas de viande pendant 9 jours. Pour les Sfaradim, c'est pas à partir du 17 Tammuz, c'est à partir de c'est après Rosh Chodesh Av, donc à partir du 2 Av, du 2 au 10 Av, donc c'est une semaine, on ne mange pas de viande. En souvenir, en rappel et surtout par la sensibilité que nous ressentons suite à la destruction du Beth Amikdash. Très bien. Maintenant, la question s'est posée, c'est qu'aujourd'hui, ils font des saucisses, des merguez, de la viande, du poulet synthétique ou végétal. C'est fait à base de soja, à base de maïs ou à base de toute autre chose, tout sauf de la viande. Alors, est-ce que pendant cette semaine-là, j'ai le droit de consommer de la viande synthétique, de la viande végétale? Alors, certains décisionnaires ont dit non, c'est assourd. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, tu vois, il a mangé de la viande après Rosh Chodesh Av. Cependant, Rav Ovadia Yosef, là aussi, l'écrit dit pas du tout. Il y a pas de problème, puisque aujourd'hui c'est très répandu ces viandes. Donc quand je vois quelqu'un qui mange une saucisse, après Rosh Chodesh Av, je vais pas dire il mange de la viande, je vais dire c'est une viande végétale. Donc il y a comme ça plein d'exemples dans la halakha qui disent qu'à partir du moment où la chose elle est répandue, il n'y a plus le problème de maritaïn. C'est pour ça qu'il dit le Rav Barbout, une partie de son développement, encore une fois, je dis un petit résumé pour essayer de sortir quelque chose de concret. Il y a donc dans Maritaïn, premièrement, on ne rajoute pas dans la liste talmudique. Deuxièmement, même dans la liste talmudique, si les données ont changé, eh bien, cela fait sauter le issour de Maritaïn. Il conclut cependant, le Rav Barbout également,
Rav Asher Weiss dans Minchat Asher que si, à titre de midat chassidout, c'est-à-dire à titre de piété, de l'ifni mishura dadin, à titre, il est important, on a vu que c'est l'akdoucha, si tu peux éviter de consommer du kasher dans un établissement non kasher, évitons. Mais des fois on peut pas, c'est la sheila du professionnel qui va prendre un repas de réunion, de travail, et des fois on peut pas passer outre, alors il aura le droit, avec bien évidemment, en faisant attention, sans parler bien évidemment, il le rappelle Rav Barboud dans sa sheila, sans parler de bien évidemment souvent l'ambiance dans un restaurant non kasher ou dans un restaurant non juif, il y a une ambiance qui ne correspond pas bien évidemment à l'esprit de la Torah, à l'esprit d'un juif. Ça peut être la musique, ça peut être la tzniout, il y a plein d'éléments auxquels il faut faire attention. Donc si on peut éviter, on évitera. Si on peut pas éviter, eh bien la chose sera permise en faisant attention bien évidemment à ce qu'on consomme de strictement kasher, à ce qu'on regarde et à ce qu'on voit. Il y a une sheila de Rav Moshe Steinbourg, le Avbedin du Badat Yerushalayim, au 5e volume dans Tshuvot Ve'anagot, au 5e volume, Siman Resh Nunbet. Alors, la sheila, elle est très intéressante et elle est un peu plus délicate. Parce que la question là-bas, c'est une personne donc qui est pratiquante, qui va manger dans un restaurant kasher. Alors là, vous allez voir, ça va en faire sauter plus d'un. Mais je suis là pour dire avec vous de la Torah, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Je suis là pour dire ce qui est écrit dans les livres. Alors, il dit, la question c'est la suivante. C'est un juif pratiquant qui veut manger dans un restaurant où la cacheroute, elle connaît certaines, comment on va dire, certains allègements. À tort ou à raison, c'est pas le sujet. Vous savez que dans la cacheroute, il y a différents niveaux, comme dans toute chose. Il y a certains établissements où on donne la cacheroute parce que les gens veulent les encourager à revenir à la Torah, ou bien parce que les exigences de halacha, elles coûtent cher. Alors on va leur donner un certificat de cacheroute minima. Seulement moi, je fais pas attention à la cacheroute au minima, je fais attention à la cacheroute au maximum. Alors la question du bonhomme, c'est un type qui fait attention à un niveau de cacheroute élevé, et il veut savoir s'il a le droit d'aller manger dans un restaurant où la cacheroute, elle est moins élevée. Il lui dit, Rav Moshe Steinbourg, je ne comprends pas ta question, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Il va lui dire, d'abord, parce que si dans ce restaurant, il y a des allègements de halakha, pour X raisons, à tort ou à raison, ce n'est pas le sujet, je ne veux pas rentrer dans ça, il y a différents niveaux de cacheroute, déjà dans la halakha, et aussi dans la société moderne que nous connaissons. Des fois, les raisons sont bonnes, des fois, les raisons sont un peu plus légères. Je laisse le travail des rabbanim qui donnent des certificats dans les établissements de cacheroute de savoir quand est-ce qu'il faut alléger, quand est-ce qu'il faut monter le niveau. C'est des énormes questions de halakha et de hashkafa dans la Torah. En tout cas, il lui dit, à partir du moment où toi, tu fais attention à un niveau de cacheroute, tu n'as pas le droit d'aller manger dans un restaurant où le niveau de cacheroute ne correspond pas à celui auquel tu es arrivé. On peut pas dire, bon, allez, une fois de temps en temps, je m'autorise de manger un petit peu moins cachère, où je laisse mes sévérités, où je laisse mon niveau de Torah de côté. Ça, c'est un manque de Hirat Shamayim. Il dit d'autant plus, c'est que très souvent, en tout cas, c'est la Sheila ici, je ne dis pas que c'est comme ça toujours, mais il dit bien souvent, on a rencontré des patrons de restaurants, comme on a vu au début dans la Sheila de Rav Moshe Feinstein. Mais Rav Moshe Feinstein, c'est un juif qui ne fait pas Shabbat, qui a un restaurant pas kasher. Ici, chez Rav Moshe Steinbourg, c'est un juif qui a un restaurant kasher, avec un certificat de cacheroute d'un certain niveau, pas du niveau le plus élevé, mais en plus de ça, le problème de ce patron de restaurant, il transgresse Shabbat, il est Mechalel Shabbat. Alors il a dit, en plus du problème que les gens ils vont te regarder, c'est un mirchol, c'est-à-dire que tu as un obstacle, tu vas faire croire à tout le monde que ici, tout est kasher. Tu vas pas dire aux gens, non, moi, ça je mange et ça je mange pas. Les gens ne savent pas, les gens ne comprennent rien, les gens sont naïfs, les gens sont ignorants, appelez-les comme vous voulez. Encore une fois, il y a cette réalité. On va dire, puisque j'ai vu tel rabbin ou tel pratiquant, tel Ben Torah, Bachur Yeshiva manger dans cet endroit, il va pas dire, ah, il a mangé que du poisson et pas de la viande, ah, il a pris que de la glace et pas du gâteau. Les gens, ils savent plus où mettre la tête. Il dit, ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, à partir du moment où le patron de l'établissement transgresse Shabbat, c'est le cas en tout cas qu'il soulève ici, il parle de ce cas bien précis, alors il dit que en plus de ça, ça s'appelle du Chilul Hashem, parce que tu vas
c'est pas tout à fait comment dirais-je, du messaïa, mais quelque part c'est un encouragement. Tu vas donner ton pognon à un juif qui transgresse Shabbat. Quelque part, tu participes, tu l'encourages, tu l'invites pas à améliorer son Shabbat. Donc il lui dit en conclusion que il faut pas qu'il aille dans cet endroit. Ça s'appelle faire du kiddush Hashem. Oui, c'est ça. On l'a dit kedoshim tiyu ve'anshe kodesh tiyuli. Dans la cache-route, il faut faire attention à la Gdusha. Bon, et Rabotai, je voudrais terminer avec une partie, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire, je vois que nous sommes déjà à la fin de l'heure, mais il y a ici un livre extraordinaire d'un Rav qui est aussi à Yerushalayim, Irakodesh, le Rav Eliyahu Schlesinger, dans son livre Chukei Chaim. Le Rav Eliyahu Schlesinger, il est le Rav du quartier de Gilo à Yerushalayim, et dans son livre Chukei Chaim, dans Orach Chaim Siman Lamed, on peut dire directement, pas Orach Chaim, dans Yoredea Siman Lamed, en tout cas dans le Siman Lamed. Alors regardez, lui pose la question incroyable. Donc il est Rav à la Rabanout en Eretz Israël, il est le Rav du quartier de Gilo. La question qui lui a été soulevée, elle est très intéressante. Il y a une nuance. Il s'agit d'un shomer, donc d'un mashgiach, d'un surveillant de cache-route, qui rentre dans un magasin en Eretz Israël, dans un établissement qui malheureusement vend des produits non cachers. Et ce shomer, il a le rôle d'expliquer au patron de cet établissement qu'en Eretz Israël, un juif, il n'a pas le droit de vendre des aliments pas cachers. Donc il a été une première fois, il doit retourner une deuxième fois, une troisième fois, il influence, il lui explique l'importance de la cache-route, l'importance de la pratique de la Torah en Eretz Israël, etc. Il a un discours, et il doit revenir plusieurs fois jusqu'à ce que le patron soit sensible à ce discours. Il dit maintenant, entre-temps, lorsqu'il est dans cette boutique qui pour l'instant n'a pas encore corrigé son erreur, alors le patron du restaurant, il veut lui offrir un plat qu'en Eretz. En dehors d'Eretz Israël, c'est différent. En dehors d'Eretz Israël, c'est différent. Je ne dis pas qu'on a le droit de vendre du pas cachère, ça dépend quel pas cachère, c'est aussi des grandes sougiotes. En tout cas, c'est pas la déduction que je voulais qu'on fasse, je voulais qu'on le fasse plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il faut redoubler d'attention, comme c'est écrit dans le Ramban, dans Bereshit, et comme c'est écrit dans tous les livres de la Torah. Cependant, il dit, voilà, lorsque le mashgiach vient pour lui enlever déjà les premiers produits pas cachers, alors il faut un travail, et l'établissement n'est pas encore reconnu cacher. Il doit revenir la semaine prochaine, etc. Et voilà qu'au fur et à mesure que le shomer y vient, le patron de l'établissement, il lui offre une boisson, il lui offre un biscuit cachère. Alors, est-ce que le shomer a le droit de manger un aliment cachère dans un établissement qui n'est pas encore cachère selon la halacha? Alors, il va ramener une shéla parallèle de Rav Zilberstein qu'il a traité dans Vea Revna, dans Parashat Ruka, donc il raconte toute l'histoire. Et voilà, bon, on n'a pas le temps de raconter toute l'histoire, mais la conclusion, c'est qu'il va rapporter au nom de Rav Eliashiv, je cherche la ligne, voilà, où il parle de Rav Eliashiv. Rav Eliashiv lui dit la chose suivante. Ah, alors oui, une partie de la shéla de Rav Eliashiv, c'est que des fois, il y a des anniversaires dans des établissements qui sont pas cachers, ça peut être vu comme du shochad. Pas obligatoirement le shochad, c'est aussi un sujet de la paracha, comme vous savez très bien. Le shochad, c'est-à-dire les pots de vin. Comment on dit en français les shochad, j'ai pas le mot là, il m'échappe. Comment si vous avez la traduction du mot, voilà, la corruption. Voilà, c'est pas la corruption, c'est par respect, ça veut dire tiens un employé de la Rabanout qui vient te donner la cache-route, bon, ben par respect, tu lui offres un Coca-Cola ou un café, etc. Si c'est en vue de corrompre le shomer, alors ça, bien évidemment, c'est interdit, il doit se sauver de là-bas. Alors la question, elle est souvent, il y a des smachot, il y a un mariage, il y a une bar mitzvah, il y a, comment dirais-je, un anniversaire. Alors, soit c'est dans un établissement qui est complètement pas cachère, moi-même j'étais invité par des juifs très éloignés qui ont fait un anniversaire
dans un restaurant complètement taref qui était tenu par un juif qui faisait pas Shabbat. J'ai dit, je suis désolé, je peux pas venir. Non, mais juste tu bois un Coca-Cola, juste, non, moi je mets pas les pieds là-bas, laissez-moi tranquille. Mais des fois c'est délicat, c'est le frère, c'est le cousin, c'est les parents, c'est très, très, très délicat. Et donc la question a été soulevée. Est-ce qu'il a... Alors bien sûr, des fois les gens eux-mêmes, ils comprennent, les gens de la Simra, ils disent, je comprends que tu mangerais, mais au moins tu viens, ta présence m'honorerait. Ce sont de très grandes questions de halakha qu'on rencontre lorsque Baruch Hashem, on avance dans la Torah. Alors, Rav Zilberstein, rapporté ici par Rav Eliaou Schlesinger de Gilo dans son livre Chukei Chaim, il lui dit, tout simplement, il répond, Chalila mineikanes le mishada shekazo. C'est complètement assourd et c'est même pas envisageable de rentrer dans un tel restaurant. Pourquoi? Alors parce que dans la question c'est très intéressant, c'est que le religieux il dit bon, je vais aller dans ce restaurant, voilà, je vais honorer, c'est quelqu'un de la famille, c'est des gens qui sont loin. Il dit bon, j'enlève mon chapeau, bien sûr je garde ma kippa, je mettrai une casquette. Il dit est-ce que j'ai le droit de me déguiser en non religieux? Vous vous rendez compte jusqu'où on va pour poser des questions? C'est des questions réelles, c'est pas que des questions théoriques. Il dit j'enlève mon habit religieux, je me déguise en non religieux et comme ça les gens ils pourront pas dire qu'ils ont vu un religieux dans cette établissement. Rav Eliashiv lui dit c'est assourd, parce que le problème du Chilul Hashem, c'est pas seulement comment l'autre il va te regarder, c'est pas seulement comment les autres ils vont parler de toi, c'est à partir du moment où tu participes, encore une fois on n'est pas tout à fait dans Messaïa, mais à partir du moment où tu participes à ce Chilul Hashem. Comment on peut accepter qu'il y ait des juifs? Alors oui, il faut les rapprocher, oui, il faut faire du Zikouï Arabim, oui, on les rapproche et on fait du Zikouï Arabim et on les encourage à la Torah, mais c'est pas en faisant soi-même des Averot. C'est comme si on rejetait la Torah, malheureusement. Alors c'est vrai que les gens ils sont loin, c'est vrai que c'est pas par détournement de la Torah, c'est vrai que c'est pas parce qu'on s'en fout de la Torah. Les gens, je vous dis, ils sont naïfs et ignorants. Mais peu importe que les gens ils soient naïfs ou ignorants, un Tinok chez Nishma, ça reste quand même un juif qui malheureusement il fait pas la Torah et les mitzvot. Alors comment moi je vais aller dans un endroit où on mange pas kasher, ou bien la cacheroute elle pose des problèmes, ça s'appelle du Chilul Hashem. On n'a pas le droit, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Alors est-ce qu'on va ramener les gens à la Torah en profanant le nom de Dieu de l'autre côté? Je vous dis, c'est d'énormes questions. Voilà, c'est un peu le schéma général dans le principe. Vous savez, ça va très loin. Je voudrais terminer avec quelque chose d'incroyable qui ramènera Barbout. Pour moi, c'était un chidouche si je le retrouve. Il dit quelque chose d'incroyable. Ah, il dit, même l'odeur d'aliments pas cachers nous sortent de la Kedusha. Il y a l'interdiction de consommer le pas cachère. Je le savais, mais le fait de le relire, la façon dont il le dit, j'ai sursauté en l'air. Quelle est la preuve? La preuve, c'est la mère de Elisha ben Abouya. Il y avait un grand maître dans le Talmud qui s'appelait Elisha ben Abouya, qui était qui était le maître au départ de Rabbi Meir Baal Hanès. Mais malheureusement, cet homme, un jour, il va quitter toute la Torah, il va transgresser Shabbat, il va s'unir avec une prostituée, il va tout quitter. Et la Gemara s'interroge, le Talmud Babli dans Chagiga, le Talmud Yerushalmi s'interroge, mais comment un grand maître de Torah, il peut quitter toute la Torah, transgresser Shabbat et s'unir avec une prostituée? Mais comment on peut descendre si bas? Et la Gemara dit, selon une version, il y a deux versions, mais selon le texte que nous avons, et donc confirmé par le Gaon de Vilna, par le Pri Hadash, c'est que sa mère, lorsqu'elle était enceinte de lui, de Elisha ben Abouya, elle a senti un aliment pas cachère. C'est même sentir un aliment pas cachère, ça laisse des traces. Ve'alche kodesh tiyuli, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, merci beaucoup pour vos efforts, pour votre Messirut Nefesh, qu'Akadosh Baruch Hu vous le rende en 1000 milliards de brachot, des cascades de bénédictions lachem pour vous et vos enfants et vos familles. Un grand merci à toute l'équipe de ceux qui ont bien voulu participer et Todaraba et participer à ce shiur. Je vous dis, les développements sont très longs, j'ai choisi les grandes idées. Face à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup à vous, Todaraba, que je vous comble de bénédictions. Que voilà, c'est pour se renforcer, je l'ai dit. Maintenant, de façon pratique, c'est pas toujours évident, je le conçois, c'est pas toujours évident pour des gens du peuple, pour des fidèles de la communauté. Et croyez-moi, les rabbanim, on est souvent confrontés à ce genre de questions, que ça soit des smachot, que ça soit quel que soit les endroits où on va, il y a un repas, il y a à manger. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a donné la bracha au clan Israël. Mais soyons, voilà, le but, celui qui arrive à mettre ça en pratique. Je dis des fois, vous savez, il faut pas avoir honte.
difficile, mais c'est magnifique, effectivement. Vous avez dit une belle phrase, la cacheroute est très difficile, mais elle est encore plus magnifique. Vous avez raison. Vous savez, des fois, les gens, ils sont naïfs. Je ne le dis pas dans le sens rasveshom de critique, c'est une réalité. Les gens ne savent pas. Tout simplement, ils ne savent pas. Un jour, j'étais invité à une Brit Mila. C'était un ami. Alors, la mère de cet ami, elle vient avec des plateaux, il y avait toutes sortes de gâteaux. Alors elle me dit, Rav Emmanuel, faites une bracha, faites une bénédiction. Je lui dis, vous savez, c'est très gentil, mais je fais très attention à la cacheroute. Elle m'a dit, mais tu peux manger, c'est ma cacheroute à moi. Je lui dis, je peux vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot cacheroute? Elle m'a dit, non, mais tu peux manger, c'est cachère. Je lui dis, alors, c'est pas négatif dans la façon dont je dis d'être naïf. C'est dommage, parce que la Torah, elle est tellement belle à être pratiquée, il y a tellement de choses à découvrir, mais c'est extrêmement difficile. Donc, de façon pratique, quand il y a des questions délicates, on demande à un Rav, on demande à un Dayan, on envoie une Sheila au Goudolim, eux, on leur demande un psak, j'ai le droit d'aller, je n'ai pas le droit d'aller. Voilà. Ce que la halakha dit, on fait. Mais lorsqu'on peut éviter, et je disais, les gens sont naïfs, vous savez, des fois, les gens le disent tout simplement, mais pourquoi tu fais ta simra dans tel endroit? Tu sais pas que là-bas, il y a des problèmes de cache-route, voire il y en a pas du tout. Alors, ou il y en a pas, ou il y en a peu, ou il y en a à un certain niveau. Mais c'est dommage. Monte de niveau, fais une cache-route d'un niveau plus élevé. Les gens disent, ah bon, je savais pas, on m'a pas dit. Moi, j'ai demandé à l'établissement, on m'a dit, va là-bas, et puis c'est tout. Les autres le perçoivent parfois. Voilà, alors c'est ça le problème, c'est ce sentiment d'exclusion. Alors comment rester à l'écart sans exclure personne? Parce qu'on n'exclut personne, surtout ces fidèles qui sont loin de la Torah, qui ignorent la Torah, et on les encourage. On est à Nice depuis des décennies et depuis un demi-siècle pour certains rabbinim, notamment mon père, et je vous redonne une longue vie, et mes parents, Barichut Yamim en bonne santé, on fait du travail. Tantôt on le réussit, tantôt on le loupe, tantôt ça marche, tantôt on n'a pas les bons mots et les bonnes manières, mais en tout cas, d'abord moi, ça s'écrit dans tous les livres de Torah. Rav Shach, il parlait beaucoup de ça, et tous les Gdolim y rappellent. Moi, je ne vais pas descendre de niveau, je ne vais pas perdre ma Torah pour encourager l'autre à faire la Torah. Respecter les autres, c'est important, bien sûr, mais respecter la Torah, c'est encore plus important, et respecter les autres, et la Torah, et Akadosh Baruch Hu, et tout le monde, on exclut. Pourquoi pourquoi je vais introduire un tel, ou pourquoi je vais aller chez lui, et Chasve Khalila, mettre Akadosh Baruch Hu un peu de côté? On fait pas des choses comme ça. On respecte la halakha, on fait du zikouy arabim, on invite tout le monde, on n'exclut personne. Dans les règles de l'art, de la Torah, de la halakha, ve'ele amishpatim. Que se réalise en nous ce pasouk magnifique que je vous laisse la nuit et la semaine, on est en début de semaine, à étudier encore plus profondément et y découvrir tous ces diamants. Anshe Kodesh Tiyun Li. Akadosh Baruch Hu dit, soyez à moi, faites attention à la cacheroute, sinon vous n'êtes pas à moi. Alors plutôt que de ne pas être à Akadosh Baruch Hu, soyons à Akadosh Baruch Hu en respectant strictement, scrupuleusement les lois de la cacheroute et les lois du respect d'autrui. Je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tout le monde pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Rav brachot à tout le monde. Lanou, ulchol Yisrael amen, lechaim besorot tovot.